Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. Juste un petit mot. In English, it's going to be a full French session. So if you want to grab some translation, you have a few seconds to do that. À vous qui nous suivez en ligne, si vous nous suivez en français, vous êtes sur la bonne chaîne. Sinon, il va falloir changer la traduction parce que ça va être une session tout en français. Nous poursuivons donc cette journée avec ceux qui sont au cœur de la dynamique de la paix par le sport, les athlètes. Nous discuterons de leur rôle clé et de l'influence qu'ils exercent dans la promotion de la paix mondiale à travers leurs actions et leurs initiatives. Pour ouvrir la discussion, j'ai le plaisir d'être accompagné de notre expert, Pascal Boniface. Il est géopolitologue français, fondateur et directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Il partagera dans quelques instants avec nous son analyse approfondie du rôle des athlètes dans la diplomatie et la construction de la paix mondiale. Nous poursuivrons ensuite cette session avec 3 séquences, le mentorat sur et en dehors des terrains, une session intitulée « Roulons pour la paix ». Et puis, nous parlerons du prix Socrates. Et pour conclure cette session, le vice-président de Peace and Sport, Didier Drogba, partagera son expérience unique d'ancien athlète devenu homme de paix, illustrant comment les sportifs peuvent influencer positivement la société au-delà du terrain. Mais tout de suite, Pascal Boniface, je le disais en introduction, vous êtes le fondateur et le directeur de l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Comment est-ce que vous qualifieriez l'état des relations internationales et du climat de paix à l'aube de 2025 ? Quelle perspective de paix peut-on espérer pour cette nouvelle année ? C'est un peu le prix de l'humour politique que tu recherches en annonçant. Dans mon métier, on n'a pas beaucoup de bonnes nouvelles à apporter. Effectivement, heureusement qu'on n'est plus sous l'Empire ottoman où les janissaires qui apportaient les mauvaises nouvelles avaient la tête coupée. Je parle. Mais en fait, une des rares récréations que j'ai dans mon métier, où il y a effectivement de plus en plus de conflits, de guerres, des hommes forts qui pensent tout régler par la force et non pas par le droit. Et quand j'interviens sur le sport, c'est un des rares moments de béatitude ou de bonheur parce qu'effectivement, par opposition à l'ensemble des conflits, il y a 70 pays qui sont en conflit dans le monde. On parle bien sûr des 2 plus importants, Russie, Ukraine et Proche-Orient. Et ce qu'on appelle les conflits oubliés sont en fait des conflits ignorés par les médias. Il ne faut pas les oublier. Au Soudan, RDC, etc. Et en fait, par rapport à ce monde de conflits, le sport est l'un des rares instruments qui vient verser un peu de baume sur les plaies du monde, qui vient un peu apporter de sourire par rapport au rictus de cela. Et donc le sport joue un rôle de contrepoison par rapport aux autres domaines. Le sport, c'est un peu le sourire de la mondialisation. Nous vivons dans un monde globalisé. Malheureusement, ce monde globalisé apporte beaucoup de malheurs, pas que des malheurs. Il y a quand même 800 millions de personnes qui sont sorties du seuil de l'extrême pauvreté, il faut le signaler sur les 30 dernières années. Mais au moins, le sport amène cette respiration, ce sourire et ce visage heureux sur la face de la mondialisation. Et pour cela, eh bien, il faut lui rendre hommage et lui savoir gré. Alors, peut-être pas que des belles perspectives, mais est-ce que vous pensez que la diplomatie sportive pourra encore jouer un rôle important pour désamorcer des conflits ou faciliter au moins des dialogues ? Oui, tout à fait. Il ne faut pas surestimer l'importance du sport. C'est pas une baguette magique, mais c'est un moyen, c'est un outil qui n'est pas aussi souvent utilisé qu'il le devrait. C'est pour cela que l'action de Peace and Sport a à la fois un rôle pionnier pour mêler ces 2 notions, aussi bien pour prévenir les guerres que réconcilier les parties à un conflit. C'est simple. Là où il y a la guerre, il n'y a pas de sport. Là où il y a du sport, il n'y a pas la guerre. Donc en fait, on voit bien que le sport peut servir à effectivement, si les gens font du sport ensemble, ça a été rappelé ce matin, c'est qu'il y a des règles communes, c'est que c'est un affrontement mais qui est pacifié, qui est régulé et qui est symbolisé. Et c'est pas l'affrontement direct. Donc effectivement, l'autre est important. C'est-à-dire que pourtant il y a des guerres, c'est la négation de l'autre. Mais dans le sport, sans l'autre, on ne fait pas de sport. Et donc c'est aussi un apprentissage à l'autre. Très souvent, un enfant va connaître quelqu'un qui n'est pas de son pays, qui n'est pas de sa couleur de peau, de sa religion, d'ailleurs il s'en fout, parce qu'il va admirer un sportif dont il n'a pas la nationalité. Mais ce n'est pas un problème, il va l'admirer pour d'autres choses. Et donc le rapport à l'extérieur pour un enfant de 6-8 ans se fait souvent par le sport. Si on acceptait plus l'autre, si on ne voulait pas imposer son point de vue à l'autre, si on savait que l'autre est nécessaire pour pratiquer un exercice, il y aurait moins de guerre. Alors justement, on va parler des athlètes. Les athlètes, aujourd'hui, ce sont des figures mondiales influentes. Comment est-ce qu'ils peuvent contribuer activement à la transmission d'une culture de paix ? On voit bien que ces athlètes qui sont tous là sont des modèles inspirants.
La plupart ont fini leur carrière, parce que pendant la carrière, c'est difficile de s'impliquer. Il y a les entraînements, les compétitions, un calendrier chargé, et souvent les sportifs sont très jeunes. Ils ont une notoriété très jeune, et donc il faut aussi qu'ils prennent conscience, qu'ils fassent leur conscience, et ils le font très rapidement, parce que un sportif de haut niveau est toujours dans les déplacements, connaît les autres civilisations que la sienne, est toujours confronté à un monde extérieur. Il n'est pas dans son village, il connaît le monde extérieur. Et une fois la carrière terminée, ils ont du temps, ils se sont inspirés de ce qu'ils ont fait, et en fait, les gens ont confiance en eux parce qu'ils savent qu'ils viennent de façon désintéressée. Ils n'ont pas d'agenda, ils ne viennent pas là pour un marché, ils ne viennent pas là pour un produit politique, ils ne viennent pas là pour vendre quelque chose, ils viennent là, et en fait Peace and Sport est pour ça une très belle organisation, parce qu'elle permet à des sportifs qui veulent s'engager et qui des fois sont sursollicités, des fois par des gens honnêtes, des fois par des gens qui le sont moins, et donc avant de s'engager, il faut quand même qu'on sache où on s'engage. Peace and Sport apporte une crédibilité de l'engagement. C'est-à-dire que c'est une sorte, il y a un benchmarking auparavant, et moi qui ai le plaisir et l'honneur, et merci Joël de m'avoir associé dès le départ, depuis 17 ans de venir, on voit bien qu'au fur et à mesure, le nombre de champions pour la paix s'est élargi, que le discours s'est beaucoup étoffé, que ce n'est plus des simples témoignages, il y a une véritable réflexion sur leurs pratiques, et c'est des gens qui viennent, le discours commun c'est « j'ai été servi par la vie, je dois redonner quelque chose ». Je dois redonner quelque chose, et un sportif qui s'engage pour une cause, il est beaucoup plus crédible, notamment par rapport aux enfants, par rapport au public, parce qu'il n'est pas soupçonné d'avoir des arrière-pensées et d'avoir un intérêt particulier. C'est vraiment l'engagement, et une fois encore, c'est très souvent un engagement de restitution. La vie m'a aidé à mon tour de transmettre, à mon tour de faire quelque chose, et j'ai une dette par rapport à la société. Et eux, les champions, ils ont une dette par rapport à la société internationale, parce que la plupart d'entre eux, c'est au niveau international qu'ils ont brillé. Et donc, ils veulent rendre leur dette au niveau international, là où est quelque part leur constituency, là où est leur électorat. Alors justement, il faut, comme s'il y avait un apprentissage nécessaire pour ces sportifs, parce qu'on le voit, il y a des tensions sociales qui sont croissantes, notamment liées aux inégalités et aux discriminations. Comment est-ce qu'un sportif peut s'engager sans paraître clivant? Alors il faut des fois pas avoir peur d'être clivant, parce que de temps en temps, il faut prendre parti. La neutralité peut être intéressante, mais il y a des moments où il faut quand même savoir distinguer l'agresseur de l'agressé. Il faut savoir distinguer qui veut la guerre, qui veut la paix. Et donc, il ne faut pas mettre de l'huile sur le feu. Les sportifs sont là, il faut toujours ouvrir la voie à la réconciliation, mais on peut très bien prendre une position sans fermer la porte. Je veux dire, si on prend l'exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est bien entre Russes et Ukrainiens qu'il y aura un jour la fin de la guerre. On ne négocie qu'avec ceux avec qui on est en guerre. Et donc, il faut toujours qu'il y ait une ouverture sur l'autre. Et donc, effectivement, il ne faut pas rechercher à être clivant pour être clivant, mais de temps en temps, des positions fortes par rapport à des sujets de société. Quand il y a du racisme, on ne peut pas être neutre. Quand il y a une agression, on ne peut pas être neutre. Quand il y a un crime contre l'humanité, on ne peut pas être neutre. La neutralité serait au contraire une sorte de culpabilité quelque part. Et donc il faut aussi savoir s'engager. Et je pense que, je ne veux pas parler à leur place, moi je ne suis pas un champion, je ne veux pas parler à leur place, mais tous les champions qui sont là ne s'estiment pas être neutres, ils s'estiment être engagés. Et c'est important et on le souligne suffisamment, effectivement. On a vécu cet été des Jeux olympiques et paralympiques à Paris absolument extraordinaires. Est-ce qu'il restera un héritage en matière de paix et de diplomatie à cet événement ? Ça a été une parenthèse magique, un moment vraiment magique où on n'a jamais vu les Français et les étrangers qui venaient en France aussi heureux, les sportifs célébrer cela, dans un monde, à la fois une société française qui était clivée et un monde qui était clivé, et tout d'un coup, tout le monde était d'accord. Tout d'un coup, tout le monde était souriant. Je n'ai jamais vu autant de sourires à Paris que pendant cette période. Peut-être que tous ceux qui étaient anti-jeux étaient partis, ce qui nous faisait de la place, et c'était très bien comme ça. Et donc, effectivement, ça a été un moment formidable, ce qui prouve quand même qu'il y a la magie du sport. Ce qui prouve que le sport réunit, ce qui prouve que sans s'oublier soi-même, on peut accepter l'autre. Et l'identité, on dit que le patriotisme, c'est l'amour des autres et pas la haine des autres. Eh bien, en fait, le sport, c'est aussi ça. On a besoin des autres pour faire une compétition. Et s'il n'y avait que des Français, il n'y aurait pas de Jeux Olympiques. Donc, en fait, être nationaliste au sens étroit du terme, sans admettre l'autre, on ne peut pas faire une compétition sportive. Heureusement qu'il y avait toutes les nations. Et ce qui est génial dans l'Olympisme, c'est que vraiment, il y a tous les sports. Donc, il y a toutes les constitutions physiques, il y a toutes les couleurs de la société, et il y a tous les sports et toutes les nations.
C'est pour ça qu'il y avait autant de sourires. Merci beaucoup Pascal, je vous garde Merci encore une seconde avec moi. Nous allons poursuivre notre session avec un athlète qui a justement marqué ces Jeux Olympiques de Paris 2024, porte-drapeau et unique médaillé de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique de l'Ouest cet été à Paris, champion olympique à Rio, c'était en 2016. Cheikh Cissé va nous rejoindre avec Marlène Niedecker, médaillée olympique à Londres en 2012, représentante du club des champions de la paix. My name is Marlène Arnois. I'm an Olympic medalist in Taekwondo and champion for peace. I'm committed to development and peace through the power of sport and lead social actions across the globe to support local sustainable initiatives. À la rencontre des champions de taekwondo ivoiriens, on a décidé de mettre en place une fondation pour accompagner la jeunesse dans la réalisation de leurs rêves. Je prédis une médaille olympique aux Jeux de Rio. C'est un honneur d'être à leur côté et de les accompagner dans l'aventure olympique. On est un point. Est-ce que c'est possible? Ah, c'est possible! À la dernière seconde, Marlène Arnois a quitté son casque. La première médaille d'or olympique pour la Côte d'Ivoire. And now, I'm proud to represent the Peace and Sport International Organization, based here in the Principality of Monaco. Today, we want to give back what sport has given us. Through sport, we want to help transform society. We are Peace and Sport Champions for Peace. Quel plaisir de vous avoir sur ce plateau tous les deux. Mais je vais commencer par Cheikh parce que je veux savoir, quelques mois après nous avoir fait vibrer, comment est-ce que ça va? Vous nous avez fait vibrer, c'était un sublime décor, le Grand Palais à Paris, c'était des émotions incroyables. Comment ça va maintenant? Et aussi, comment a été l'accueil quand vous êtes rentré en Côte d'Ivoire? Alors, voilà, dans mon projet de vie, j'ai pas seulement voulu être un champion. J'ai voulu demeurer être un champion. Et voilà pourquoi, après Rio, je me suis fixé un objectif, c'est de refaire encore une médaille pour mon pays. Et voilà, par la grâce de Dieu, ça s'est très bien passé. Et surtout, voilà, j'ai vu que cette médaille-là a inspiré beaucoup de jeunes. Voilà, j'ai vu la preuve par mon arrivée à Abidjan où il y avait de nombreux jeunes habillés en tenue de taekwondo, m'attendant en train de crier Cheikh, Cheikh. Et donc, c'est pour moi, je suis très fier parce que le message, il passe bien. J'encourage les jeunes à, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, les pousser à réaliser leurs rêves. Ouais. Donc c'était pour vous aussi une émotion. Yeah. Elle était largement partagée. Marlène, vous êtes aujourd'hui représentante du club des champions de la paix, mais peu de personnes connaissent votre implication auprès de Cheikh ou de Rusk Babi. On a vu quelques images où vous vous jetez dans les bras de Cheikh. C'était absolument extraordinaire ces images. Est-ce que vous pouvez nous détailler votre parcours depuis Montréal jusqu'à Abidjan? Oula, ça a été un très long parcours, mais c'est vrai que je vois dans l'assistance, il y a Pascal Gentil qui était un grand frère pour moi en équipe de France, qui m'a toujours encouragée et inspirée aussi à m'impliquer et à m'engager. Et c'est vrai qu'au moment où, après ma médaille olympique aux Jeux de Londres, j'étais toujours portée par cette envie de m'engager socialement, d'inspirer les générations futures. Et des fois, la vie, elle est faite plein de chemins insoupçonnés. Et je me suis retrouvée à rencontrer Cheikh et Ruth en Côte d'Ivoire, quelques années après, en 2013. Et suite à la rencontre, j'ai décidé de mettre en place une fondation pour accompagner la jeunesse dans la réalisation de leurs rêves. Et essayer de partager mon expérience avec eux pour les accompagner dans l'aventure olympique. Et ils sont arrivés à un exploit historique en remportant la première médaille d'or de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et Ruth, qui la même journée, 19 août, est devenue la première femme médaillée olympique. Vous avez marqué cette date, le 19 août. Vous en parlez, vos yeux brillent en fait. Ouais, pour moi c'est une des plus belles journées de ma vie parce que on parle souvent de l'aventure humaine au-delà de l'aventure sportive dans les Jeux Olympiques. Et c'est vrai que sur le papier, en fait, il y a tout qui nous sépare. Et pourtant, on partage le même rêve et cette même passion pour le taekwondo, cette même passion pour l'olympisme.
et d'avoir pu vivre cette aventure. Alors, et les accompagner. Oui, les accompagner, dans un rôle de coach, de mentor, de la même manière que Pascal a su m'encourager et m'accompagner dans ma carrière, c'est ce que j'ai voulu transmettre avec eux. Alors, Marlène, elle nous a parlé de ses héros, comme Pascal Gentil, qui est avec nous aujourd'hui. Quel a été le rôle de vos mentors, Cheikh, dans votre carrière sportive, sur et en dehors du terrain? Parce que, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer comment vous avez intégré leurs enseignements dans votre propre carrière et dans vos actions pour devenir, vous l'avez dit, vous êtes plus qu'un sportif, vous êtes à votre tour également un mentor? Alors, je pense que voilà, en tant qu'athlète, c'est très important le mentoring. Voilà, on a eu la chance de croiser Marlène juste avant les Jeux Olympiques de Rio, qui nous a donné beaucoup de conseils, tant sur l'aire de combat et aussi hors de l'aire du combat, pardon. Et voilà, il y a aussi Didier Drogba. Quand on parle de mentoring, je pense quand je faisais ma finale aux Jeux Olympiques de Paris, ma finale de bronze. Avant la finale, j'ai reçu l'appel d'un grand champion, le vice-président Didier Drogba. Voilà, et à ce moment-là des Jeux, recevoir un appel d'une personne comme Didier qui vous encourage, c'est une motivation de plus. Donc je pense que c'est très important. Et donc voilà, on essaie de faire avec. Oui, ces liens sont très forts. En tant que représentante du Club des champions de la paix, quels sont pour vous, Marlène, les défis principaux auxquels font face les jeunes athlètes aujourd'hui et comment l'aide de champion, alors c'est effectivement ce que fait Cheikh aujourd'hui, ce qu'a pu faire Didier, ce que fait également Pascal, comment est-ce que cette aide peut les aider à surmonter les obstacles tout en véhiculant les valeurs qui sont chères à votre cœur, je pense à la tolérance, au respect? C'est vrai que je pense qu'un des défis que rencontrent la plupart des sportifs, c'est qu'ils ont tous envie de s'engager socialement, ils ont tous envie de redonner, mais ils ne savent pas forcément par quels moyens, ou ils ne savent pas forcément comment avoir une action structurée et pérenne et durable dans le temps, au-delà de faire ce qui nous vient à l'esprit, c'est faire un don de matériel ponctuel. Mais au-delà, ce qu'on veut, c'est vraiment durer et être sustainable. Donc, c'est vrai qu'avec le Club des champions, ça nous permet d'accompagner aussi ces sportifs et ces champions qui souhaitent s'engager afin de les structurer. Et aussi, le Club des champions de la paix, c'est une grande famille qui partage son expérience et qui s'entraide aussi dans leurs actions respectives. Est-ce que vous voulez partager avec nous quelques exemples ? Par exemple, je pense à Iliman Ndiaye, un joueur de football professionnel qui était à l'OM l'année dernière, maintenant qui est en Angleterre. Et il avait cette envie, il a toujours eu cette envie de redonner pour son club. Il est originaire du Sénégal, il voulait redonner à sa communauté. Et il a contacté Peace and Sport et on a structuré avec lui les Friendship Games, donc les Jeux de l'amitié en juin dernier au Sénégal. Et on a touché des milliers de bénéficiaires. On a pu le faire aussi en partenariat avec Peace and Sport, mais aussi les Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu en 2026 au Sénégal. Donc c'est des exemples de partenariats ou tripartis qu'on peut avoir et on peut soutenir ces champions dans leur engagement sociétal. C'est très intéressant de voir que des athlètes, des jeunes athlètes, parce qu'il est effectivement très jeune, Iliman, ils ont tout de suite conscience de l'importance de redonner et surtout ils ont tout de suite conscience que seuls ils n'y arriveront pas et ils se tournent vers Peace and Sport. C'est un peu un phare pour certains sportifs. Oui, et c'est vrai que Peace and Sport, aujourd'hui, on a une véritable légitimité sur le terrain, avec notamment le Peacemaker Project qu'on a sur tous les continents, dans plus de 10 pays. Donc, on a cette expérience terrain, on a l'expérience des Grassroots Project, on a l'expérience aussi dans l'accompagnement de champions et de champions de la paix. Donc, c'est vrai que c'était le partenariat à couler de source. Cheikh, pour conclure, vous êtes aujourd'hui un athlète accompli. Bon, j'imagine que quand on est un athlète, on trouve que c'est jamais assez, mais en tout cas, vu de l'extérieur, c'est déjà absolument extraordinaire comme parcours. Accompli et engagé, comment est-ce que vous imaginez continuer à transmettre cet héritage pour aider les jeunes à construire leur propre parcours sportif et personnel ? Voilà pourquoi, très bonne question, voilà pourquoi je suis aujourd'hui président de la commission des athlètes de la World Taekwondo et je suis membre du conseil de la World Taekwondo et donc pour moi je pense que les athlètes sont le cœur et le poumon du sport dans le monde et donc ils ont besoin d'une prise de décision à tous les niveaux, tantôt sur l'aire de combat et même pour les décisions du sport dans le monde. Donc voilà pourquoi j'essaie d'apporter ma collaboration à la World Taekwondo en défendant au plus haut niveau les athlètes et aussi voilà par ma fondation, j'ai la fondation Cheikh Cissé en Côte d'Ivoire
d'Ivoire qui promue aussi l'éducation et le sport, l'accompagnement des athlètes, la structuration, la détection des talents et l'accompagnement aussi. Et donc, voilà ce qu'on essaie de faire au niveau voilà, de ma fondation. Et voilà. Et c'est important d'être encadré en tant qu'athlète, d'être soutenu. Alors, je pense notamment à Peace and Sport. Si, exactement. Voilà, avec Marlène, on a rencontré Marlène après Peace and Sport. J'ai été accompagné à plusieurs reprises par Peace and Sport. Et donc, je pense, Marlène l'a dit tout à l'heure, que souvent, on a tout, mais ils ne savent pas comment se structurer. Et donc, voilà, c'est à ce niveau-là, surtout, que Peace and Sport m'a beaucoup accompagné. Et voilà, on est très fiers. On essaie aussi, à notre niveau aussi, de transmettre tout ce qu'on a pu recueillir comme formation avec Peace and Sport et voilà tout ce qu'on fait. Et juste pour rebondir, la plus grande fierté d'une championne de la paix ou d'une championne, c'est de partager avec les générations futures et de les voir à leur tour être des héros du changement, d'un changement positif auprès des jeunes générations et de voir l'impact positif qu'ils ont maintenant sur des centaines de milliers de jeunes en Côte d'Ivoire. Ah, mais j'imagine que le grand frère Pascal Gentil doit être bien content. Il est doit très fier. être très fier. Il est très très fier. Effectivement, ici sur le plateau, on l'applaudit. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir partagé ces émotions. On vous souhaite le meilleur en tant que champion de la paix et on continue un petit peu en tant qu'athlète, Cheikh. Oui. Encore un petit peu. Non, on va encore continuer de faire rêver d'autres jeunes en Côte d'Ivoire. Donc, on a encore pour objectif d'aller à Los Angeles 2028. D'accord, alors rendez-vous à Los Angeles. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Nous allons poursuivre... Nous allons poursuivre cette session avec le plus grand événement sportif annuel mondial, le Tour de France. Les grands événements sportifs ont un rôle primordial à jouer et Amaury Sport Organisation et le directeur du Tour de France s'engagent à travers de nombreuses initiatives RSE. Pour nous détailler cet engagement et l'importance de la présence des athlètes, nous accueillons tout de suite Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, et Stéphane Roche, vainqueur du Tour de France 1987. Very important for me to be here. This is a special event with Peace and Sport. Obviously, in the world we live in at the moment, promoting peace through sport is a very special mission. Il faut penser à redonner un petit peu de temps en temps et si on peut utiliser à notre petit niveau, à mon petit niveau, une petite notoriété dans le domaine du vélo pour joindre cette cause Peace and Sport, c'est avec beaucoup de plaisir, quoi, bien sûr. Et quand je vois le succès qu'il y a, le nombre de personnalités qu'il y a, c'est plus que symbolique, c'est important pour moi. I think the values that Peace and Sport strive for, bringing people together, are especially important in the world that we live in at the moment. Quand on s'engage pour la paix, c'est physique, dis donc. Hein. J'ai vu que rouler pour la paix, c'était pas si facile que ça. Stéphane Roche, c'était... mais beaucoup d'émotions. C'est vrai. Et puis en même temps, on ne roule pas pour soi-même, on roule pour la cause. Et puis, on ne peut pas être aujourd'hui ce qu'on était hier, parce qu'il faut se rendre compte qu'hier, on faisait beaucoup plus de kilomètres en vélo que ce qu'on fait aujourd'hui. Et on mange beaucoup moins aussi. Donc, c'est vrai, ces choses-là, c'est un incidence sur le physique, c'est vrai. Alors 2024, c'était une année particulière avec cette arrivée du Tour de France sur la Côte d'Azur. Et enfin, je dirais un vainqueur, un successeur à votre exploit de 1987, puisque je rappelle qu'en 1987, oui, c'était une victoire sur le Tour de France, une victoire sur le Giro, le Tour d'Italie, et au championnat du monde. Un petit mot peut-être sur cette saison exceptionnelle de Tadej Pogačar. C'est vrai, c'était avec grand plaisir qu'on a avec Eddy Merckx, qui est l'autre
vainqueurs de triplé. On a bien accueilli Tadej Pogačar dans notre royaume. Parce que c'est vrai que c'est un événement que parfois on ne se rend pas compte vraiment ce qu'il faut pour réussir le triplé. C'est pas juste être le plus fort. Le jour même, il faut voir les conditions climatiques avec soi, il faut quand même la santé, il faut voir l'équipe, il faut le parcours, il faut beaucoup de choses réunies pour qu'on puisse réaliser le triplé. Il y a d'autres coureurs avant qui auraient pu réaliser, comme Indurain, comme Chris Froome, mais ils n'ont pas eu toutes les choses réunies pour gagner. Maintenant, Pogačar l'a fait. Je crois que c'est un très beau vainqueur. C'est un très beau successeur. Je crois qu'il est très bien, pas seulement pour le sport, mais pour les jeunes, pour le monde en elle-même, parce que c'est quelqu'un qui met le couteau entre les dents quand il va chercher la victoire. Et une fois qu'il passe la ligne d'arrivée, redevient un homme normal avec toutes ses valeurs. Alors, je vais rester sur ce Tour de France, Tour du Monde. Moi, j'étais partie sur le Royaume. Sur ce Tour de France 2024, avec cette arrivée unique, avec un contre-la-montre entre Monaco et Nice. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cette aventure, de ce grand moment, Christian Prudhomme? C'était un magnifique souvenir. Vous savez, on ne remplace pas Paris comme ça. Le Tour de France, depuis 1903, date de sa création, a toujours fini son périple à Paris. Il fallait des lieux qui rayonnent. Monaco, la Principauté, Nice. Ça nous permettait de remettre le dernier jour une épreuve significative sportivement où nous espérions que peut-être le Tour se jouerait. Ça n'a pas été le cas. Mais le décor, dans les compétitions cyclistes, le décor est capital. Évidemment, dans les retransmissions télé, la prise de vue dominante, c'est celle de l'hélicoptère. Donc on montre les villes, les régions, les pays. Avoir la mer et la montagne réunies, c'était quand même quelque chose de fort. Partir dans un lieu aussi emblématique que Monaco, sur la ligne de Grand Prix de Formule 1, prendre le tunnel à l'envers, passer avenue de la Princesse Grasse, monter vers Beau-Soleil, la Turbie, puis le col d'Aise. On vous semble revivre. Oui, bien sûr, parce que c'était un moment formidable. Et voilà. Alors maintenant, les gens me disent, mais alors, quand est-ce que vous recommencez? Alors peut-être qu'il y a quelques Parisiens qui vont dire, nous on aime bien avoir l'arrivée du Tour de France. On y sera l'été prochain, bien sûr, pour les 50 ans de la première arrivée sur les Champs-Élysées. Absolument, et ce sera un Tour de France 100% sur le français territoire l'an prochain français. Pour la première fois depuis 5 ans. Oui. Alors on va rester sur ces grands événements sportifs, Christian Prudhomme. Comment est-ce que vous pensez que ces événements, comme le Tour de France, peuvent offrir une plateforme pour partager des valeurs positives, comme le respect, on parlait du respect, l'égalité, la coopération même à l'échelle mondiale? D'abord, il y a l'aspect médiatique, bien évidemment. C'est-à-dire que la plus grande famille du Tour, ce ne sont pas les coureurs cyclistes, ils sont 176, ce sont les journalistes. Vous avez 2000 journalistes accrédités sur le Tour de France. Ce ne sont pas les Jeux Olympiques, mais c'est tous les ans, le Tour. Et on voit, et ça a été dit à plusieurs reprises ce matin et tout à l'heure, qu'évidemment, les champions aujourd'hui ont une nuance très forte, notamment sur les réseaux sociaux. Donc tout ça se développe. Après, ce qui est important pour nous aussi, c'est d'entrer dans les écoles, d'aller parler aux gamins, d'aller parler aux enfants, parce que le vélo, en français, il se décline entre bicyclette, plus compliqué en anglais. C'est la bicyclette et c'est le vélo. Et tout doit être fait pour mettre les gamins sur la bicyclette, qui peut être dangereuse. C'est le premier frein, bien évidemment, pour les parents. Ce matin, d'ailleurs, le double champion olympique, Remco Evenepoel, est tombé à l'entraînement. Et il a heurté une voiture, touché une portière. Ça va apparemment. Mais voilà, donc c'est faire en sorte qu'on puisse aller parler aux enfants. Quand j'étais gamin, moi, un peu avant toi, Stéphane, avec mon frère, on regardait le Tour à la télé, on l'écoutait à la radio, et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait le tour du pâté de maison, même en ville, même à Paris. Donc ça, c'est une chose très importante, d'autant plus que ça a été évoqué également à plusieurs reprises. Et Henri Salvador, le populaire humoriste et chanteur, le disait, le vélo, c'est la santé. Donc voilà, et c'est vraiment aujourd'hui de l'activité physique, et le vélo, y compris pour les plus vieux, puisque quand on a mal au genou, qu'est-ce qui reste? La natation et le vélo. Et le vélo, et parfois le vélo électrique, je n'ai pas peur de le dire. Je l'utilise au quotidien, donc je le soutiens. Stéphane Roche, après des années de controverses, il y a eu des controverses sur le Tour de France. Le Tour de France et ses coureurs, comment est-ce qu'ils contribuent à promouvoir des valeurs universelles? Vous avez parlé des valeurs de Tadej Pogačar. Moi, je pense aux valeurs universelles comme l'entraide, la cohésion sociale, le fair play. C'est aussi des piliers de la paix. Comment est-ce qu'eux transmettent ces valeurs? Je pense que déjà, lorsqu'on voit le coureur à la télévision, déjà, automatiquement, ils transmettent déjà les valeurs. Parce qu'en fait, en équipe, on est obligé d'aider les uns les autres. Et parfois c'est un symbole d'entraide, oui. Voilà, ils s'aident entre elles. Et parfois, on peut demander, mais pourquoi lui, il gagne? Si l'autre, il va aider, il ne peut pas gagner. Mais en fait, c'est au-delà de tout ça. C'est l'argent, les conseils d'équipe, c'est le fait qu'on est là pour aider quelqu'un. Et je crois que ça
ça démarre vraiment dans les racines. Quand tu es gamin, on apprend le respect les uns les autres, on respecte les plus anciens, on respecte les conseils des éducateurs. Et je crois que les coureurs, aujourd'hui, quand ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est parce que toute leur vie, on leur a impliqué en fait, les règles de la vie. Et je crois que les coureurs, lorsqu'on voit maintenant souvent aux arrivées ou même pendant l'étape, les coureurs prennent le temps de saluer leur jeune public. Je crois que c'est vraiment une bonne chose. C'est pas de cinéma qu'il faut non plus. Faut pas dire faut pas croire qu'une seconde que oui, de toute façon, ils ont le temps de le faire. Non, ils font parce que ça vient de eux-mêmes. Et puis c'est un geste instantané qui fait que j'ai un gamin qui court, qui crie mon nom, jette le bidon, jette la casquette. Ça c'est le Tour de France, ça c'est le vélo. En fait, c'est la proximité, le public avec les sportifs. Et puis je crois que les gamins, quand ils sont au bord de la route, je ne sais pas combien, mais certaines, il y a des coureurs qu'on voit sur le bord de la route au Tour de France. 10 ans après, on le retrouve dans le peloton. Et ce qu'il faut dire, c'est que les cyclistes, comme beaucoup de sportifs, il y a très peu de délinquants dans les sportifs. Parce que dans le vélo, dans d'autres sports, il faut entrer dedans, il faut travailler, il faut dormir tôt le soir, il faut avoir une hygiène de vie quand même importante. Donc il y a très peu de délinquance. Et juste une anecdote, je me souviens qu'en 1998, le Tour de France est démarré d'Irlande. Et puis, peu de temps après, j'ai rencontré un Irlandais qui est passé professionnel. Et puis, j'ai eu l'occasion de l'interviewer un jour. Je dis, mais Philippe, qu'est-ce qui t'a amené à vélo? Ah, j'étais voir le Tour de France à Dublin, en 1998, sur les épaules de mon père. Je dis, papa, je veux un vélo. Il m'a acheté un vélo, et voilà, maintenant, je suis là. Ce gamin, il a fait une carrière dans le vélo, il a fait le Tour de France. Et puis, je crois que c'est un seul exemple. Il y en a plein comme ça qui viennent dans le sport parce qu'ils ont vu un grand événement passer devant chez eux. Oui, c'est de l'admiration aussi pour les athlètes, Christian. Oui, il y a la carrière et l'après-carrière, comme Pascal Boniface le disait tout à l'heure. C'est-à-dire que Stéphane ne s'est pas contenté de rouler avec Peace and Sport le 21 juillet dernier, mais 10 ans plus tôt, il roulait déjà pour la paix. Nous avions organisé, grâce à l'ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine, Roland Gilles, et avec le ministre de la Défense de l'époque, Jean-Yves Le Drian, un critérium de la paix à Sarajevo. Le 28 juin 1914, donc l'archiduc François Ferdinand est assassiné, ce qui déclenche la Première Guerre mondiale. Et le même jour, le Tour de France part, dans l'insouciance générale. Et dans ce peloton du Tour de France, une vingtaine de coureurs mourront ensuite, pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'ils sont partis au front, comme tous les autres. Et là-dedans, il y avait 3 anciens vainqueurs du Tour. Et donc, en 2014, nous avons fait un critérium, une randonnée de Sarajevo Est jusqu'au centre de Sarajevo, avec les maires des entités rivales, avec tout ce que ça pouvait représenter encore, ça représente encore aujourd'hui qui était là. Et c'est le vélo qui faisait ce lien-là, et c'était très fort. Il y avait Stéphane, il y avait Job Zoetemelk, ancien vainqueur du Tour lui aussi, champion du monde. Il y avait Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour de France. Il y avait Bernard Hinault, quintuple vainqueur du Tour de France. Donc les anciens champions étaient là. 2016, 2 ans plus tard, nous sommes arrivés, première étape du Tour de France, à Utah Beach. On partait de Normandie. Eh bien, devant le monument à la mémoire des soldats américains et des soldats tombés pendant le débarquement, il y avait main dans la main le champion d'Allemagne, le champion de France, le maillot jaune qui était Mark Cavendish, donc un Britannique, un champion américain, TJ Van Garderen, et également le champion du Canada. Voilà, c'est ça aussi le Tour de France, ce devoir de mémoire, non pas pour ressasser des choses du passé, mais pour en tirer des leçons et se diriger vers l'avenir. Alors justement, je reste sur les initiatives du Tour de France. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour renforcer justement la visibilité et l'impact des athlètes? On parle de cet impact si important des athlètes au-delà de leur performance. Déjà, les coureurs, notamment sur les réseaux sociaux, ils participent à la sécurité du Tour de France. À savoir que quand nous prenons des mesures, qu'on dit et qu'on répète à la radio, les messages, etc., dans la caravane du Tour, faites attention. Quand c'est un champion qui le fait, c'est évidemment plus fort. Ensuite, quand ces champions-là, un Remco Evenepoel, un Romain Bardet, disent venez en mode vert, parce que nous installons par exemple sur les départs et les arrivées d'étapes du Tour des parkings à bicyclette. J'emploie sciemment le terme de la bicyclette, pour que les gens puissent venir. Et naturellement, là encore, quand ce sont des champions, c'est évidemment beaucoup plus fort. Donc vous considérez que moi je roule à bicyclette et pas en vélo? Je roule à bicyclette. Monaco, on le disait, a offert un cadre absolument exceptionnel pour l'arrivée du Tour de France l'année dernière. Quelles sont les valeurs communes entre la principauté et le Tour? Comment est-ce que cet accueil, quelque part, a enrichi l'impact, l'image et l'impact de cet événement? Avoir un départ d'étape, départ de la dernière étape de la principauté, c'est une chance pour nous. Aller de Monaco à Nice,
La principauté, le prince Albert II, avait déjà accueilli le grand départ en 2009. On a des relations régulières qui font d'ailleurs qu'on s'est vu régulièrement avec Joël Bouzou, et d'où ma présence aujourd'hui. Mais les valeurs, elles sont d'universalité. Quand enfin, j'ai le privilège immense de côtoyer parfois son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Il est d'une humilité extraordinaire. Extraordinaire. Et donc ça, bien évidemment, le chef, son comportement, et c'est vrai pour les champions et les championnes aussi, parce que le comportement, il rejaillit. S'il est bon, c'est formidable. S'il n'est pas bon, c'est pas terrible non plus. Donc évidemment que tout ça, c'est quelque chose d'important. Les réseaux sociaux aujourd'hui, quand on voit la force des champions et des championnes, c'est effectivement monumental. Et ce message-là existe. La difficulté pour les plus anciens, dont je fais désormais partie, c'est de se rendre compte que les autres ont un autre message que celui qu'on entend soi. Voilà. Ça, c'est une certitude, il faut faire attention à ça. Stéphane, pour conclure, quel est votre désir, je ne sais pas, votre ambition pour l'avenir, poursuivre votre engagement dans le sport, que ce soit au niveau de la promotion de la paix, du mentorat des jeunes athlètes, d'autres initiatives sociales? J'aimerais toujours communiquer par rapport aux coureurs en activité, en disant que vous n'êtes pas le seul sur le vélo dans votre coin à pédaler. Il y a des gens qui vous regardent. Donc, il faut penser qu'un gamin qui te regarde, il va t'admirer, mais il va aussi t'imiter. Donc, quelque part, il faut penser à tout ça, qu'on n'est pas juste un cycliste. On est aussi là pour promouvoir notre métier, mais aussi promouvoir le sport comme hobby, parce que tout le monde, malheureusement, n'arrive pas au niveau professionnel. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne doit pas faire de vélo et prendre le plaisir. Moi, je sais que quand j'ai terminé ma carrière, je cherchais qu'est-ce que je vais faire. Et un jour, je me dis, mais pourquoi je cherche à faire de vélo? Et je repris mon vélo et je refais des vélos par derrière. Mais je crois que les cyclistes aujourd'hui, ils sont plus conscients que dans notre époque de leur valeur que eux, le rôle qu'eux peuvent jouer dans l'avenir des enfants et la jeunesse et le pays dans le sport. Merci beaucoup. Merci pour ces messages. Merci à tous les deux. Jean-Jérôme, Gustavo, merci d'être avec moi ici sur ce plateau, d'être avec nous. Pourriez-vous nous raconter, Jean-Jérôme, comment est née l'idée du prix Socrates? Quels échanges, je ne sais pas, ou des moments clés ont permis de transformer cette idée en réalité? Le prix est sur le plateau aujourd'hui. Pourquoi aussi avoir choisi le nom de Socrates? Déjà, dans un premier temps, c'est une rencontre avec le groupe L'Équipe, France Football, des passionnés au quotidien qui racontent des histoires et qui font en sorte de mettre en valeur les footballs au travers de leur performance, mais aussi au travers des engagements sociétaux des footballeurs. Et c'est vrai que les discussions initiales avaient été menées par notre président Joël Bouzou, et dès lors que nous avons pu nous réunir et échanger sur cette idée, sur ce trophée, on est tombé très rapidement sur l'idée que celui qui pouvait le représenter le plus symboliquement était Socrates, au travers de sa liberté, au travers de ses engagements différents au Brésil. Alors, je vais utiliser un petit peu le portugais pour m'exprimer avec Gustavo. Je vais d'abord poser la question en français, je traduirai si besoin. Lorsque Peace and Sport et France Football vous ont approché, qu'avez-vous ressenti à l'idée de voir le nom de votre père associé à un prix mettant en avant les actions sociales des sportifs? O que você sentiu quando France Football entendeu? Claro, entendi. Bom, il a compris. Je désolé de ne parler pas français, and I think that my English is not good enough to a deeper discussion. I will speak in Portuguese. Primeiro, a gente sentiu, falo em meu nome, em nome da minha família, muita emoção por saber que o nome do Sócrates está envolvido com duas grandes instituições, que é l'Équipe e France Football, exprimido no Ballon d'Or, e também com a Peace and Sport, que para a gente é muito confortável que tenha a associação do nome Sócrates com essas duas instituições. Mais do que nada, na minha casa, quando eu era pequeno, eu sempre aprendi, no exemplo do meu pai, em que a gente não constrói nada sozinho. Então, na medida em que ele já deixou um legado, deixou uma história vivida, nada mais do que ter bons parceiros, Ballon d'Or, Peace and Sport, por conduzir todo o seu legado. Especialmente porque Peace and Sport tem uma preocupação, que também é uma preocupação do meu pai, muito clara, que é pelo exemplo. Mais do que a busca pela paz, num sentido abstrato e passivo, a paz tem que ser construída com meio de ideias, no primeiro momento, mas também com exemplos, no segundo momento.
Por isso que o Champion pour la Paix é uma iniciativa que é incrível porque demonstra na prática, consegue oferecer o exemplo dos atletas como que se constrói a paz. Então, acima de tudo, além da emoção, saber que está sendo conduzido com bons parceiros e com bons princípios, para a gente é grande conforto e uma grande emoção. Ça a été une grande émotion quand, avec sa famille, ils ont su que le nom de Socrates était toujours reconnu comme ça. C'était important de savoir que deux grandes institutions, le Ballon d'Or, l'équipe France Football et Peace and Sport reconnaissaient ce nom. À la maison, il a toujours eu l'exemple de son père qui lui disait qu'on ne gagne jamais tout seul. Il faut avoir de bons compagnons, de bons coéquipiers. C'était le cas avec le Ballon d'Or et l'équipe France Football et Peace and Sport. Et pour son père, c'était important. Ce qui était important, c'était la question de l'exemple, pas seulement les idées, mais également les exemples. Et les champions de la paix sont des exemples à suivre. Et c'est comme ça qu'on s'identifie plus facilement au discours. Jean-Jérôme, pourquoi est-ce qu'il était important d'intégrer un trophée comme le prix Socrates dans une cérémonie ultra prestigieuse comme celle du Ballon d'Or? Est-ce que ça change la perspective des sportifs? Déjà, c'est très important d'être visible à l'heure actuelle. Ce matin, lorsqu'il y a eu différents échanges, on a vu que les réseaux sociaux, la communication, c'est un enjeu pour faire connaître ces initiatives. Et c'est vrai qu'être présent sur une scène aussi prestigieuse que celle du Ballon d'Or, c'est extraordinaire. Ça nous permet aussi, nous, de faire briller les meilleures initiatives parce que au travers les différents vainqueurs, il y a aussi, tout au long des mois qui précèdent la cérémonie, des mises en valeur de nominés. Et ces personnes qu'on nomme, ça nous permet aussi de récupérer des informations sur ce qu'ils font. Ça nous permet aussi de les mettre en lumière, de les valoriser au travers des réseaux sociaux et derrière leur donner la visibilité qui souvent est très manquante sur tous les sujets d'engagement sociétaux. Et on le sait, un but en finale de quelques compétition que ce soit est très visible, très, très repris. Mais dès qu'il y a un engagement sociétal, il l'est un petit peu moins. On a l'impression que ça a moins de valeur. Donc, mettons en avant les meilleures initiatives, montrons les athlètes qui derrière portent ces initiatives. Et demain, on aura peut-être des gens qui seront tout à fait valorisés parce qu'ils marquent un but en finale de la Coupe du Monde, tout autant que lorsqu'ils s'engagent auprès des jeunes et qui changent les vies des jeunes et surtout dans les quartiers les plus défavorisés sur les territoires. Sans aucun doute, ça donne envie à plein de sportifs de s'engager, notamment les footballeurs. De votre côté, Gustavo, pensez-vous que ce prix peut inciter les sportifs à s'engager davantage? Comment est-ce qu'il peut inspirer des nouvelles générations de leaders? Como pode incentivar outros esportistas a ter engajamento social? Como que pode inspirar uma nova geração de líder? Prêmio como esse é fundamental nesse sentido. Primeiro porque oferece, na medida em que é vencido por alguns atletas com bom comportamento, que se espera, é o reconhecimento pela atividade que os atletas podem ter e serve de motivação para que todos os atletas reconheçam em si próprio toda a responsabilidade que tem para com a sociedade. Como cidadão e como parte de uma família que sempre viveu entre o esporte e promovendo bons valores para a sociedade, eu posso dizer que, além do talento e além da capacidade de suportar o esforço de uma carreira e da competição, eu acho que tem um terceiro elemento que para os atletas é fundamental, que é o give back, que é entregar de volta à sociedade, sim, a responsabilidade de entregar de volta. Então, reconhecer o atleta, na medida em que ele reconhece que ele tem algo a entregar de volta, porque ele é fruto, ele é consequência dessa energia, de toda essa energia social que atrai o seu talento, eu acho que isso é fundamental. E prêmio como esse, eu volto a dizer, com parceiros extremamente respeitados, como o Ballon d'Or e como Peace and Sport, só enaltece o nome do Sócrates e serve de motivação. E eu posso dizer, de certa forma, que com esse prêmio, Sócrates continua vivo entre nós. C'est fondamental, un prix comme ça, c'est aussi un prix qui reconnaît le bon comportement, c'est une forme de reconnaissance pour les athlètes, c'est une motivation également et ça montre qu'ils ont une responsabilité dans la société. Lui, en tant que citoyen et membre de sa famille, il réalise combien en plus du talent et du travail, il y a cette notion de rendre de la part des athlètes, de rendre ce qu'ils ont vécu, de rendre les opportunités qu'ils ont eues. Parce que, comme il le dit,
ils sont conséquence de toute l'énergie sociale qu'il y a eu autour d'eux. Et avec ce prix, il a le sentiment que le nom de Socrates continue vivant et il y est très sensible. Jean-Jérôme, 3 éditions. Le prix Socrates a déjà récompensé des figures emblématiques comme Sadio Mané, c'était en 2022, Vinicius Junior, c'était en 2023 et tout récemment, on l'a vu sur les images, Jennifer Hermoso en 2024. Est-ce que vous pouvez nous parler des critères qui ont guidé ces choix? Ils sont tous exemplaires, mais quels sont les critères? Déjà, le premier critère, c'est d'avoir une organisation qui est existante sur les territoires où ils œuvrent pour pouvoir faire en sorte que les programmes qui sont mis en œuvre sont mis en place par des locaux, pour les locaux. C'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu depuis ce matin, mais c'est très important. La deuxième des choses, c'est que ça touche les populations les plus vulnérables et aussi les catégories d'âge où un programme a le plus d'impact. Et la troisième des choses, c'est de faire en sorte, et j'en parle face à Gustavo, et Rai le rappelle régulièrement, c'est vraiment faire en sorte que le gender equity soit respecté, que les filles puissent, au travers de ces programmes, accéder à la pratique. Et on le disait, on le redira souvent, on parle de paix par le sport, mais il faut se remémorer qu'il y a beaucoup d'endroits où en fait les filles, les jeunes filles n'ont absolument pas accès à la pratique, tout simplement. Elles regardent de loin le terrain et elles se disent c'est pas pour moi, je n'ai jamais été invitée. Et en fait, il faut faire en sorte que ces jeunes filles soient invitées sur les programmes de terrain. Et donc, en l'occurrence, ça, c'est un des critères prioritaires. Si vous deviez résumer en une phrase, une seule, l'objectif ultime du prix Socrates? J'aurais envie de dire que derrière chaque athlète, il n'y a pas qu'un produit marketing tel qu'on nous vend régulièrement. Je dirais aux athlètes aussi, retirez-vous de cette image. Vous ne devez pas répondre à tous les critères que le monde occidental ou les entreprises vous imposent. Vous êtes des humains derrière chacune de vos performances et au travers de vos engagements, ça va permettre de montrer votre personnalité, de montrer pourquoi vous avez envie de transmettre. Et donc voilà, de redevenir un peu humain en vous engageant. Gustavo, si votre père voyait aujourd'hui l'impact de ce prix, que pensez-vous qu'il en dirait? Et peut-être dites-nous un mot sur les perspectives futures de la Fondation Socrates. O que seu pai sentiria vendo o que representa hoje esse prêmio e as perspectivas futuras com a Fundação Sócrates? Primeiro, tenho certeza que ele ficaria muito feliz. Aliás, está feliz, seja lá onde ele estiver, porque de fato ficar à altura de um prêmio como esse não é pouca coisa e certamente isso é um apogeu, é o máximo que ele pode conseguir na carreira. Além das conquistas esportivas, tinha uma preocupação de entregar também à sociedade como responsável que era a devolução à sociedade. Um prêmio como esse exprime exatamente tudo que acreditou. Acho que para o futuro a gente tem a ideia de fato de fazer uma Fundação Sócrates. Fundação essa que carrega os valores dele, o valor da busca pela paz, os valores da busca pela liberdade no sentido de permitir que as pessoas sonhem por si e executem esses sonhos por si próprio, e cabe à sociedade oferecer as ferramentas para isso. E na medida que a gente reconhece que o esporte é uma excelente ferramenta de promoção dos próprios sonhos, que as pessoas tenham seus sonhos e realizem, essa é um pouco do objetivo da futura fundação. E se fica uma mensagem para Hermoso, eu acho que os desafios que o mundo hoje enfrenta, nada mais feliz do que premiar uma mulher, porque eu acho que hoje as competências que as mulheres podem oferecer na construção da paz e na construção dos valores universais do mundo hoje são reconhecidos. Então, cabe a nós homens, que estamos em espaço de poder, oferecer esse espaço para que as mulheres conquistem e possam se oferecer para essa construção. O Prêmio Sócrates a Jennifer Hermoso nada mais é do que um reconhecimento a esse papel da mulher como conquista individual de Hermoso et comme conquista collective des mulheres. Socrates serait sans doute très heureux. D'ailleurs, il est sans doute heureux. Il est heureux où qu'il soit. C'est quelque part une apogée, le maximum qu'on pouvait recevoir dans une carrière, puisque c'est le symbole de ce qui est rendu à la société. Et c'est précisément ce en quoi il croyait. La Fondation Socrates aura pour objectif la paix et la liberté. La liberté dans le sens où on peut
réaliser ses rêves. Le sport est l'outil parfait pour la promotion des rêves. Et dans une société où on voit les défis de plus en plus nombreux, donner ce prix à une femme, c'est aussi reconnaître les compétences uniques et particulières des femmes qui œuvrent pour la paix et dans leur capacité à œuvrer pour la paix. C'était très important de donner ce prix à Jenny Hermoso. Ça souligne le rôle des femmes dans notre société. Merci beaucoup. Obrigada. Merci à tous les deux. Merci pour vos messages. Merci pour ce fabuleux prix Socrates. Pour conclure cette série de discussions inspirantes, nous avons l'honneur d'accueillir Didier Drogba, vice-président de Peace and Sport, avec une carrière marquée par des réalisations exceptionnelles sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Didier incarne les valeurs de leadership, de résilience et d'engagement à travers sa fondation et ses actions en faveur de la paix. Il utilise le sport comme un puissant levier de transformation. Nous allons maintenant conclure avec ses réflexions et sa vision. L'élégance de Didier qui ne peut partir sans saluer Gustavo. Didier, merci d'être là avec moi. En écoutant le parcours tout à l'heure de Cheikh Cissé, un compatriote ivoirien qui nous a révélé que vous l'aviez appelé juste avant sa finale pour le bronze, il vous cite comme un modèle et il s'est illustré, il a été absolument extraordinaire pendant les Jeux Olympiques. Comment est-ce que vous voyez justement le rôle des athlètes dans la transmission des valeurs de paix et dans l'inspiration des générations futures? Parce que quand Cheikh Cissé parle de vous, ça se voit dans ses yeux que vous l'avez inspiré. Merci, je suis très fier de Cheikh et de son parcours. Ce que les gens ne savent pas, c'est que il y a quelques années, après son premier titre au Brésil, à Rio, il avait encore des difficultés à trouver des endroits où s'entraîner. Alors, quand on est médaillé d'or olympique et qu'on n'a pas les infrastructures nécessaires pour développer son talent ou pour améliorer ses performances, il faut bien sûr avoir l'intelligence de réfléchir et de trouver d'autres solutions, et ça a été le cas de Cheikh, et c'est pour ça que pour moi c'est un grand champion, et parce qu'il a eu l'intelligence de se remettre en question, il a traversé une période difficile comme tout sportif, comme tout athlète, comme toute personne, parce que ce que je tiens à signaler, c'est qu'on parle beaucoup de sport, mais on oublie de dire que toutes les expériences qu'on partage, qu'on vit dans le sport, ne sont que le reflet de ce qui se passe dans la société. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de similitudes et de parallèles à faire entre le sport et la vie en société. Et Cheikh a réussi justement à braver toutes les difficultés et à se présenter à Paris en pleine forme et aller au bout de ses rêves. Et c'est notre star nationale, le seul et unique champion olympique, médaillé d'or olympique. Et on est très fiers de lui, et je suis très fier de lui. Et c'est important, le rôle de transmission. Alors je ne sais pas, il n'a pas voulu nous révéler ce que vous lui avez dit juste avant la finale pour le bronze, mais c'est ça, être quelque part, faire du mentorat, être un rôle modèle. Quand je repense à ça, j'en ai des frissons, parce que j'ai inspiré Cheikh, je pense, parce que je lui ai donné quelques conseils. Et vraiment, je suis fier parce que Cheikh, au-delà des conseils que j'ai pu lui donner, il inspire aujourd'hui la jeunesse. Ma fille fait du taekwondo parce qu'elle a vu Cheikh Cissé remporter des médailles. Il est là, il est témoin, il a même offert ses tenues et tout. Donc voilà, c'est ça, c'est un grand frère qui donne des conseils et qui partage son expérience et ses conseils à un jeune frère qui est à l'écoute. Parce que c'est bien beau de vouloir donner des conseils, mais il faut avoir en face une personne intelligente qui est à l'écoute et qui est capable d'assimiler toutes ces informations et ensuite de les appliquer et de transmettre. Et aujourd'hui, c'est une réussite, c'est un exemple pour la Côte d'Ivoire.
On vous a vu très ému sur les images du Ballon d'Or quand vous remettez le prix Socrates à Jenny Hermoso. Qu'est-ce que ça représente, ce prix, et plus largement l'impact que ces gestes symboliques avec la remise d'un prix, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact pour la promotion de valeurs d'équité, de justice, de paix dans le monde? Quand on voit les images, c'est sincère en fait votre émotion. Vous êtes sincèrement ému par cette... Oui, parce que j'étais peiné, parce que l'année dernière déjà on voulait lui remettre ce trophée et on n'a pas pu le faire, elle n'a pas pu s'exprimer, donc on a dû remettre ça à l'année suivante. Mais j'étais peiné de voir qu'une personne qui a subi, une femme comme elle, qui a subi une telle attaque, n'ait pas le droit de s'exprimer et de partager. Donc je ne peux pas imaginer ce qu'elle a subi comme pression. Le fait de vivre ce genre d'émotion, c'est difficile à digérer, c'est difficile à encaisser. Et on est généralement seul dans ce genre de moment. Donc c'était important de la mettre en avant et de montrer que le monde masculin du football ne cautionne pas ce genre de gestes et que, au contraire, nous sommes là pour promouvoir le football féminin et c'est pour ça que j'étais ému ce jour-là. C'était particulièrement touchant, je dois l'avouer. On va revenir sur votre parcours, de vos débuts en Côte d'Ivoire jusqu'à devenir une légende du football mondial. En fait, je ne connais pas grand monde qui n'aime pas Didier Drogba. De tous les pays du monde que j'ai pu parcourir, toutes les équipes, je pense que votre image, c'est une image d'un athlète qui gagne et c'est une image d'une belle personne. Quels sont pour vous vos plus beaux accomplissements sportifs et personnels? Wow, merci en tout cas pour autant de compliments. Je pense que, si je peux me permettre, je pense être un être humain normal. Je pense que c'est vrai que vous dites que je gagne. Didier Drogba, c'est quelqu'un qui gagne, mais Didier Drogba, c'est quelqu'un qui traverse des périodes difficiles, c'est quelqu'un qui perd des matchs, c'est quelqu'un qui rate, c'est quelqu'un qui tente, qui malgré toutes ses erreurs se relève, apprend et repart au combat, et relève les défis, parce que la vie, c'est ça. Il faut s'armer de courage, il faut s'armer de volonté, il faut être bienveillant, on a besoin de tout le monde, on a besoin des autres, donc il faut être toujours intéressé par les autres, il faut s'intéresser à ce qu'ils font, il faut communiquer avec eux, il faut partager, des émotions, des discussions, et c'est là qu'un homme se construit, et je pense que c'est au contact de toutes les personnes que j'ai rencontrées que je me bonifie, j'espère, et puis faire partie d'une organisation comme Peace and Sport avec à la tête Joël Bouzou comme président, c'est non seulement une fierté, mais c'est aussi une responsabilité de transmettre et de partager cette expérience et la mettre au service de la paix, parce que, encore une fois aujourd'hui, on est traversé par bien trop de conflits. Justement, si on se tourne vers l'avenir, vous êtes le vice-président de Peace and Sport. Votre fondation, Gabrielle Lemaire en a parlé largement ce matin, elle témoigne de votre engagement pour la paix. Quels sont selon vous les plus grands défis à relever pour faire vraiment encore plus du sport un levier universel de paix et de développement, en particulier dans les régions en crise, et elles sont nombreuses? Oui, comme le disait Gabrielle tout à l'heure, vice-présidente de la fondation, elle a insisté sur les trois piliers de la fondation, que sont l'éducation, la santé et le développement durable. Mais je vais revenir dessus. Tout le monde me dit, mais Didier, pourquoi tu n'as pas créé une académie? Pourquoi tu ne fais pas du football? Pourquoi tu ne fais pas du sport? J'estime que les priorités en Afrique sont différentes des priorités en Europe. La priorité en Afrique, c'est de pouvoir, être en bonne santé. Donc, la santé est primordiale. Ensuite, quand on est en bonne santé, avoir l'accès à l'éducation. Parce que c'est l'éducation qui va vous permettre non seulement de changer votre avenir, qui à la base est plutôt jugé morose, mais grâce à l'éducation, vous pouvez avoir accès à beaucoup de choses. Vous pouvez débloquer beaucoup de situations. Et bien sûr, si cette éducation vous permet de devenir quelqu'un, que ce soit un futur prix Nobel de la paix ou que ce soit un futur scientifique, on aura gagné.
On ne peut pas faire que des footballeurs ou que des sportifs de haut niveau. Nous, ce qu'on veut, c'est de construire des hommes. Et ça passe par l'éducation et la santé et leur permettre d'avoir tous ces éléments-là autour d'eux pour pouvoir continuer leur développement. Donc le sport, oui, mais le sport intelligent. Donc Et si on revient au sport, le sport dans l'éducation peut-être? Oui, le sport, l'éducation par le sport, et les deux, et vice-versa. Vous savez, déjà, d'une part, j'ai beaucoup appris de mon métier. Jusqu'à mes 24 ans, donc jusqu'à ce que je rejoigne Marseille, je jouais au football de manière spontanée. Et tout de suite, je sentais que j'arrivais à une sorte de plafond de verre. Donc, pour passer des paliers, il a fallu que je m'éduque. Pourquoi je réussis à marquer ce but? Pourquoi tel dribble passe? Pourquoi un coup de taekwondo va passer et puis la défense ne sera pas forcément la bonne? Eh bien, tout ça, c'est à force de travail, de développer des connaissances auprès de personnes qui sont plus qualifiées que moi, qui m'ont permis de comprendre le jeu et de comprendre les raisons de ma réussite ou de mon échec. Donc c'est une remise en question permanente et il faut être suffisamment humble pour pouvoir permettre aux autres de dire non, là tu n'as pas été bon, là tu n'as pas bien fait les choses. Donc c'est une forme d'éducation aussi pour performer, pour atteindre l'excellence dans son métier. Maintenant, j'ai vécu des expériences qui me confortent dans l'idée que le sport est un moyen d'éducation. J'ai joué dans un club comme Chelsea, par exemple, où il y a différentes nationalités. Il y avait des Tchèques, des Russes, des Ukrainiens, des Ghanéens, des Ivoiriens, toutes nationalités, des Allemands, des Français, toutes nationalités. Eh bien, il faut apprendre à vivre avec ces personnes-là. Et le sport est une richesse en cela qu'elle vous permet de découvrir d'autres cultures, de respecter la culture de l'autre, de tous jouer, pourtant on vient de nationalités différentes, de pays différents, mais de tous respecter un badge, une idée, une vision, celle d'un président ou d'un entraîneur. Donc le sport, ce n'est pas juste des émotions, courir après un ballon ou des heures d'entraînement pour remporter une médaille, mais le sport éduque. Le sport éduque et c'est vraiment pour moi une fierté de faire partie de tous ces athlètes qui, à un moment ou un autre de leur vie, comme Rai et donc le membre de la famille de son petit-fils, c'est ça, Gustavo. C'est le neveu de Rai et le fils de Socrates. Voilà, c'est le fils que Socrates est aujourd'hui son fils qui soit ici et qui fasse la promotion du trophée Peace and Sport. Mais c'est une fierté pour moi parce que Socrates, c'était une légende du football, c'est quelqu'un qui m'a inspiré, grand de taille comme moi, peut-être même un peu plus grand, donc c'est pas facile sur un terrain de foot de bouger et je me suis inspiré de personnes comme ça. Donc de voir que d'autres avant moi ont posé vraiment les fondations du travail qu'on est en train de faire aujourd'hui me conforte et me donne une certaine responsabilité, celle d'ajouter ma pierre à l'édifice pour que demain des hommes comme Cheikh Cissé ou d'autres futurs champions prennent le relais et continuent la promotion de la paix par le sport. Merci beaucoup Didier Drogba. Je vous remercie. Merci Didier, merci à vous tous pour votre attention. Excusez-moi, oui, bien sûr. Je voulais finir en mettant en avant tous les champions de la paix parce que c'est vrai que j'ai l'opportunité d'être sur ce plateau aujourd'hui et de m'exprimer, mais je trouve que ils sont nombreux ici à faire un travail exceptionnel, à parcourir le monde et à parler de sport et de paix. Et j'aimerais vraiment qu'on leur rende hommage aujourd'hui et vraiment merci à tous pour tout ce que vous faites.
Alors, ils sont en grande partie responsables de la réussite de... Au risque de me faire gronder terriblement par la régie, est-ce qu'on peut peut-être demander aux champions de la paix qui sont dans la salle de venir nous rejoindre? Faisons-nous la gronder. régie. If all champions for peace who are here in the room could join us on stage. Je suis désolée pour la régie, mais c'est l'appel de Didier. Voilà. Vous allez tous vous serrer. We're going to do like a family picture. Muriel. Donc Je vous propose de les accueillir. A warm round of applause, ladies and gentlemen. Please. Joël, venez nous rejoindre. Je suis désolée, la régie, je sais que c'était pas du tout prévu, mais... Ah. et bien sûr, remerciements à toutes les équipes qui travaillent dans l'ombre et qui ont rendu ce forum possible et qui sont derrière nous à nous soutenir au quotidien. Donc merci beaucoup, merci à vous aussi. Merci à tous. Thank you so much. That was a beautiful picture. Merci Didier, merci à tous.